À partir du moment où le cours nageur commence, le but du jeu c'est de former des nageurs, c'est de sortir des mecs à la fin. Alors que quand la sélection commence, le but du jeu c'est de dégager tous ceux qui seront pas capables de suivre un cours nageur. Il y a un besoin, une recherche d'excellence qu'on trouve pas ailleurs. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. C'est l'épisode 3.4. Nous continuons à explorer la vie de Stéphane Le Bihan, un commando marine, nageur de combat, qui nous racontait dans l'épisode précédent comment l'entraînement avait permis de créer des gestes réflexes vers lesquels on revenait et qui permettaient donc bien de s'en sortir dans une situation qui était tendue. Et Stéphane continue de partager avec nous, et ça va être donc l'objet de cet épisode 3.4, ce qui permet de raffiner en fait tout au long de la carrière des militaires, et notamment des militaires des unités spéciales, des gens qui vont être remis en cause régulièrement, qui vont devoir se former, apprendre, évoluer, prendre de plus en plus de responsabilités tout au long de leur carrière, progresser en permanence, et c'est le prix de l'excellence. Je vous laisse écouter. Avant, cette expérience un peu particulière, où finalement c'est la première fois où tu te retrouves à te faire tirer dessus, ouais. Tu t'aperçois que tu réagis plutôt bien, que tout le monde réagit bien. Tout le monde réagit bien grâce à l'entraînement, chose qui est extrêmement importante et qui revient souvent, mais et qui montre qu'effectivement cet entraînement il est bien fait, il est solide. Ben, il faut qu'il le soit. Et ça montre qu'il faut qu'il le soit. Et toi qui as remis à plusieurs occasions dans ta carrière, soit en tant qu'élève, soit ou du côté finalement instructeur qui a vu un peu l'entraînement, comment est-ce que cet entraînement selon toi il y a ce socle qui est resté tout le temps, même si certaines choses ont évolué, mais finalement il y a ce socle qui fait que les gens continuent à avoir toujours les bons réflexes. Est-ce que tu l'as vu évoluer ça ? Ouais, alors il y a un truc qu'on a du mal à différencier, je pense, dans l'aspect chez les commandos marines en tout cas, c'est la différence entre la sélection et l'entraînement. Bon, pour moi aujourd'hui on sait toujours pas si un stage co c'est une sélection ou une formation, parce que soit on sélectionne les gens et c'est très bien fait, soit on forme les gens, mais dans ce cas-là faut qu'ils dorment, parce que sinon on retire rien. Quand on a passé 4 nuits sur 5 à pas dormir, on retire rien dans la journée, et ça c'est une question qu'il faut poser. Et donc la sélection est bonne, la formation initiale est pas mauvaise, et après l'entraînement il faut que ce soit bien différent. T'as constaté au cours d'une opération en faisant une extraction de diplomates en Somalie, la Somalie qui était en révolution, tu te retrouves donc avec ton équipe, t'étais à ce moment-là, donc t'étais encore quartier maître. Je suis un des opérateurs de l'équipe. T'es un des opérateurs de l'équipe, il y a un maître principal donc qui est un adjudant-chef qui est au-dessus de toi à ce moment-là, et vous êtes que 6 pour extraire ces personnels diplomatiques. Vous vous faites tirer dessus d'une manière continue, il y a plusieurs incidents, et tu t'aperçois quand même au cours de ces incidents que l'équipe, toi-même, vous vous comportez tous bien, et tu attribues ça en grande partie à l'entraînement en fait qui a permis justement de driller tout ce genre de situation. Oui. Et je te demandais comment tu as vu un petit peu l'évolution de cet entraînement. Est-ce que selon toi cet entraînement il est toujours il permet d'avoir toujours ce socle qui permet toujours au commando d'être adapté aux situations et d'affronter les situations en fait. Ouais, il faut. Mais il y a 3 étages différents à fuser. Il y a la sélection, il y a la formation initiale, la sélection et l'entraînement, dans l'ordre ou dans le désordre. Et puis dans la marine, on y revient tout le temps. La sélection, parce qu'il y a un stage commando à chaque étage. Donc voilà. Et l'entraînement, c'est le fait des unités. Il faut bien le différencier de la formation initiale qu'on fait dans les écoles ou quoi que ce soit. L'entraînement, c'est l'ouvrage quotidien, quoi. Et ça, effectivement, cet entraînement, il faut qu'il corresponde à ce à quoi les mecs vont être confrontés. Bon, nous, à l'époque, ça a été à peu près convenable. Aujourd'hui, ça l'est, c'est beaucoup plus formalisé, il y a beaucoup plus de choses à voir aussi, parce que on passe son temps à courir après un niveau qu'on voudrait avoir. Quand on doit faire à la fois du nautique, du déplacement tactique véhiculé, du combat terrestre, gérer des équipements qui sont de plus en plus perfectionnés, qui nécessitent de plus en plus de technique et tout,
qu'il faut en plus sauter en parachute avec ou sans gaine, 2 jours, de nuit, en chute-ops ou voilà, les journées font que 24 heures et c'est difficile. Il faut quand même que l'entraînement soit focus, et c'est le cas, je pense que c'est le cas dans toutes les unités. Tu faisais là un peu le distinguo aussi entre sélection et entraînement, ouais. Et en disant qu'effectivement la sélection c'est une chose, on dort pas, c'est normal, mais ouais. Finalement si l'entraînement c'est au même régime, on n'apprend pas. Entre sélection et formation initiale, et formation. La formation, on doit apprendre. La sélection, on doit montrer ce qu'on a dans le bide dans différentes circonstances. Si on apprend un truc au passage, c'est bien, mais c'est différent. Et voilà, et à ce titre-là, le stage co, on présente des fois comme une sélection, des fois comme une formation. Je pense qu'on peut pas faire les deux. Parce qu'effectivement, quand on dort pas pendant 4 nuits sur 5, on peut pas apprendre de la journée. Et pour être passé comme directeur du cours nageur, au cours nageur, on a bien 2 phases distinctes. On a une phase de sélection, qui dure 15 jours, à l'issue desquelles, on donne le ticket d'entrée pour le cours nageur ou pas, mais le cours nageur, il est 1 ou 2 mois après ces sélections, et l'ambiance n'est plus du tout la même. À partir du moment où le cours nageur commence, on est là pour, le but du jeu, c'est de former des nageurs, c'est de sortir des mecs à la fin. Alors que quand la sélection commence, le but du jeu, c'est de dégager tous ceux qui seront pas capables de suivre un cours nageur. Donc c'est complètement différent. Une sélection, une formation, c'est complètement différent. Et souvent on fait l'amalgame, et c'est un peu dommage parce que ça peut entraîner des confusions. Entre le moment où t'es rentré au cours nageur, donc ce qui était donc à la suite de ton affectation à Trépel, à Toulon, à Toulon, en compagnie de fusiliers marins, ouais. Entre l'ambiance que tu as connue au cours nageur à ce moment-là, ouais. Je parle bien du cours, pas de la sélection. Du cours. Et le cours ensuite tel que toi il existait au moment où tu dirigeais le cours nageur. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution en fait qui s'est faite sur cette ambiance, sur la manière de faire de la pédagogie, ou c'est resté constant en fait? Non. Les outils ont évolué, les outils pédagogiques. Voilà, beaucoup plus d'appui. En 94, la vidéo sous-marine, c'est des caissons à boîte 1000, alors qu'aujourd'hui, on met une copron dans un caisson, notamment pour voir si le gars est bien axé quand il a des problèmes de tenue de cap, etc., etc. Le mec, on le filme à la GoPro, on le débriefe devant, comme ça il comprend ce qui se passe, machin et tout. Voilà. Donc les outils ont changé, mais la volonté de pédagogie est la même. Bon, alors après, tout le monde n'est pas pédagogue non plus. Mais ça c'est intrinsèque, on n'est pas. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui. Mais il y a quand même une forme aussi de sélection, puisque il y a une commission qui se réunit régulièrement. Si tu me diras. Ah non, non, c'est pas de la sélection. La sélection, elle est avant le cours. Après, pendant le cours, on demande aux gens d'être capables d'apprendre à un rythme. Ouais. Parce qu'après, quand les gens seront en unité, ils feront tout sauf ce qu'ils ont appris pendant le cours. Le cours, c'est une base. Ils feront tout sauf ce qu'ils ont appris pendant le cours, mais il faudra qu'ils le fassent vite. Un exemple, moi j'ai embarqué en 94 à Hubert, on avait encore des sous-marins au diesel, et donc on sassait des nageurs de combat depuis le sas avant, et puis il y avait une valise à l'arrière, bon bref. Donc on faisait des sassements. Après on n'a plus eu de sous-marins diesel. Donc les sassements, on pouvait plus les faire, on n'a plus de sous-marins capables de faire des sassements. Et pour une raison ou une autre, que j'ignore, on nous a interdit de sortir des tubes lance-torpilles, des sous-marins nucléaires d'attaque. Donc, on a perdu le savoir-faire pendant 20 ans, 25 ans. Et puis un jour, c'était au moment où j'étais ops à Hubert, dans le cadre d'une préparation de mission, il a fallu, une chose ou une autre, sortir d'un tube. Voilà. Alors que ça s'était plus du tout fait pendant... ça faisait 25 ans que ça s'était pas fait. Ouais. Bon, du coup, on a dépoussiéré un peu, les plus anciens, on s'est rappelé de ce qu'on avait fait avant, on a poussiéré un peu le truc, et puis, en l'espace de quelques mois, on est parti de interdiction totale à une opération, une répétition de simulation validée avec des autorités dans le sous-marin, avec des mecs qui sortaient du tube, qui trouvaient leurs objectifs, etc., etc. Et ça, les mecs qui l'ont fait, donc moi j'étais ops, je faisais partie des gens qui organisaient ça, qui faisaient en sorte que tout le monde travaille ensemble, mais les mecs qui l'ont fait ne l'avaient jamais fait pendant le cours nageur. Les mecs, ils avaient 3, 4, 5 ans de nageurs, ça faisait 20 ans qu'on le faisait plus. Mais en quelques mois, on est passé de 0 en cible. S'il y avait plus de personnes qui avaient la mémoire de l'avoir fait, même des décennies auparavant, est-ce que ça aurait été imaginable d'un seul coup, sorti de nulle part, de refaire ce genre d'activité? Sortir d'un sous-marin. Ils auraient trouvé un réserviste. On aurait trouvé un réserviste qui savait faire. Il aurait fallu. Mais ouais, mais c'est mieux quand même. C'est mieux d'avoir un peu de rétexte quand même. Ouais. Et donc voilà. Donc le mec qui sort du cours nageur, il peut être confronté à ce genre de situation en opération, en affectation. Du coup, les mecs doivent apprendre à un rythme. Sinon, on fait un cours nageur de 3 ans et tout le monde sort.
Non, il y a un rythme qui est imposé parce que c'est le rythme de l'unité derrière. Et donc la sélection elle a lieu avant, et pendant le cours, il y a des échéances, donc il y a 5 modules, et ce qu'on demande c'est que le gars ait la moyenne à chaque module. Donc s'il a 14, 15, 16, et qu'au 4e module il a 9, il dégage. On demande la moyenne à chaque module. Mais c'est pas le cours nageur, encore une fois, c'est une formation. On demande à ce que les gens apprennent à un certain rythme. Parce que s'il est pas capable de tenir ce rythme-là en formation, il le tiendra pas en unité non plus. Et je parlais des sous-marins, mais il y a eu exactement la même chose à laquelle j'ai pas du tout participé. C'était relarguer des mecs depuis les Atlantiques en parachute. Les avions de la Marine nationale qui font de la patrouille maritime pendant 12 heures, 15 heures, qui restent longtemps sur zone. Et ben nos anciens, on avait des photos de gars qui sautaient l'Atlantique que moi j'en avais jamais vu. Et puis au fil de mes affectations à l'hiver, on a dû retourner dans les Atlantiques, ressauter l'Atlantique. Si le gars il lui faut 4 mois pour apprendre à sauter l'Atlantique alors que la mission elle est en 3 semaines, on peut pas se faire ça. Donc c'est pour ça que le cours nageur, il y a des échéances qui sont normales quoi. Enfin, le train ne va pas très vite. Hein. Après il y a des gens qui sont pas faits pour ça et il y a des gens qui ne sont pas capables d'apprendre à ce rythme-là. Bon, ben on leur donne une deuxième chance, ils peuvent revenir en cours nageur s'ils apprennent. Mais on peut pas se permettre de. Enfin, c'est pas l'éducation nationale quoi. On n'a pas 20 ans pour former les mecs. On revient un petit peu sur la chronologie de ta carrière. Donc tu fais donc là on fait un petit saut puisque effectivement tu étais en compagnie de fusil marin. Là tu fais le cours nageur. Ouais. Ce cours nageur se passe bien. Il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent à devoir le recommencer parce que même sur des accidents en fait, il y a des accidents. Moi la première année je me suis tordu la cheville. Donc première année où j'arrive à 6 fusils, je pose, je me tords la cheville aux présélections. Donc je frein, fin de la passe, et je reviens l'année suivante, et ça passe. Donc il y a 1 an pour une cheville tordue. En fait. Pour une sangle de couteau de plongée, que en fait je l'ai cassé en m'équipant, et j'avais pas de matos de spare, donc je l'ai serré à mort pour pouvoir avoir mon couteau de plongée, puisque si on est mal équipé, on prend une dure, on dégage. Et j'ai senti pendant la plongée que ça se passait pas très, enfin j'avais une drôle de sensation au palmage. Et en fait je pense que ma sangle a dû faire un peu garrot, avec la néoprène au-dessus, quoi. Et quand j'ai voulu retirer mes palmes, donc on a fini la plongée, on est monté, et au débriefing, j'ai retiré mes palmes sur le ponton, et au moment où j'ai pris appui sur ma cheville droite, qui avait le couteau, je me suis écroulé. Parce que il y avait un problème. Et je me suis fait une entorse, connement, au bout de 3 ou 4 jours de sélection. Et donc, dégager baignade et on reviendra l'année prochaine, quoi. Et, t'es encore jeune, t'as la pêche, mais il faut être motivé quoi pour recommencer. Quand t'es à la 6 fusils Toulon en 92, t'as qu'une envie, c'est d'en sortir, donc c'est la motivation elle vient vite. Pas de souci. Donc tu repasses encore 1 an à Toulon à t'entraîner encore, je présume. Récupérer de la cheville et puis t'entraîner. Donc tu recommences la représélection. Ouais. Là le cours qui dure combien c'est de janvier à juillet à l'époque. Maintenant c'est de décembre à juillet. D'accord. Donc 7-8 mois. 7 mois, ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des moments particuliers qui te viennent comme ça en mémoire sur lesquels tu as été particulièrement marquant? Non. Non, parce que c'est tout le cours qui est un événement dans ta vie, quoi. Voilà. Parce que déjà tu plonges à l'oxy, parce que tu t'apprends énormément de choses. En fait, tu sais pas respirer. Quand t'arrives, tu sais pas respirer, et quand tu sors, parce que respirer dans un circuit fermé, c'est pas du tout comme respirer en circuit ouvert. Circuit ouvert, je veux descendre, je souffle, les bulles vont monter, puis je vais descendre. Circuit fermé, je souffle, ça va dans mon chou-poumon et je vais pas descendre. Donc c'est tout donc en fait, grosso modo, t'arrives au cours nageur, tu sais pas respirer. Et puis t'en sors et t'es capable de faire des attaques de plusieurs heures en trouvant tes objectifs, donc t'apprends tout le long, c'est passionnant, quoi. Et une attaque juste pour resituer, ça veut dire en fait se retrouver en plongée pendant presque 3 heures ou près de 3 heures sur au moins 3 heures, ouais. Et c'est trouver un objectif, c'est de la course d'orientation sous-marine. Voilà. C'est de la plongée horizontale, on descend pas, hein. On reste à profondeur constante et puis on va chercher un objectif, on fait ce qu'on a à faire dessus, ça peut être poser une charge, ça peut être renseigner, ça peut être ou prendre des mesures même. Et puis après on s'en va et on essaie de faire tout ça on fait tout ça en toute discrétion, sinon on est viré. Et voilà, mais c'est passionnant, quoi. Et donc en faisant ce cours, tu te dis que tu as trouvé quelque chose. En fait, t'es rentré parce que c'était peut-être il y avait un côté un peu défi. Ouais. Et en fait, pendant ce cours, tu te dis que tu trouves aussi une voie là-dedans, en fait, particulière. Pas pendant le cours, c'est plutôt à l'arrivée à Hubert où on trouve quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vécu.
Tu savais un petit peu à quelle sauce tu allais être mangé ensuite en arrivant à Uber? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, la preuve, on nous avait demandé nos préférences. Bon, moi, j'avais postulé pour un groupe. C'est des lettres, hein, A, B, C, D, E. Je crois qu'il y a même F maintenant et G. Donc, bon, bref. Moi, j'avais postulé pour le D. Et finalement, on embarque au D, on fait 2 jours, puis on nous balance au B. Donc, bon, ça changeait, mais on s'en fout. On est à Uber, on est content. Et puis, tous les groupes se tiennent, quoi. Le B, c'est plus axé sur le contre-terrorisme maritime. Contre-terrorisme maritime. Ouais. Le D, c'était plus, c'était par environnement à l'époque, un peu. Donc le B, c'était plus du green, donc combat à terre et shoot-ups. Enfin, dérive sous vol. D'accord. Parce que tous les nageurs sont shooters, ouais. Mais avec un groupe qui était dériveurs. T'étais déjà shooter à l'époque? Non. Donc t'es allé au cours... Sort du cours nageur, au mois de juillet, on a le mois d'août de perm, on embarque à Hubert, on a le mois d'août de perm, et en septembre, on est au cours shooter à Pau. Donc ça fait 1 année de formation, quoi. Et t'avais déjà shooté auparavant ou pas? Non. Donc là, c'est découverte aussi? Ouais, mais comme les 3/4 des stagiaires à l'époque, hein. C'était l'époque où il y avait des avions, il y avait des sous, donc les 3/4 des mecs, quelle que soit leur origine, qui viennent au cours shoot-ups, ils ont quasiment jamais chuté. Même les gens de l'armée de terre, des régiments para. Chez les gendarmes, peut-être qu'ils chutaient un peu plus que les autres. Mais... Et donc, t'as déjà une expérience de la marine, des commandos. T'arrives à Hubert, mais finalement, tu viens de sortir du cours nageur. Est-ce que à ce moment-là, tu te retrouves un petit peu en bas de l'échelle? Oui. Ouais. Oui. Et on te le fait sentir, en fait? Oui, certaines fois, oui. Ouais, chose qui a beaucoup changé depuis. Ouais. Mais oui, bon, de toute façon, dans tous les groupes, il y a des... Et il y a une sorte de bizutage, en fait, qui se fait? Non, pas de bizutage, c'est pas... Mais oui, on te fait sentir... Bon, il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents. Et puis après, il y a des fonctions. Moi, j'ai embarqué à Hubert. Par exemple, il n'y a pas de... À l'époque, le nettoyage n'est pas sous-traité. Il n'y a pas de société de nettoyage qui vient. Il y a le poste de propreté. Il y a le poste de propreté. Donc moi, j'ai embarqué à Hubert. J'ai été affecté aux chiottes. Et j'ai quitté les chiottes quand j'ai pris chef de groupe 6 ans plus tard. Donc pendant 6 ans, j'ai fait les chiottes à Hubert. Bon, c'est normal quand t'es jeune, mais après, quand c'est parce que l'adjudant il oublie de changer son tableau, ça fait un peu chier. C'est pas grave. C'est le cas de le dire, ça fait chier. Mais, bon, c'est bon pour la peau, pour savoir, pour toujours rester terre à terre, c'est bien. Et pendant cette période-là, pendant ces 6 ans, là, t'as fait des opérations. Tu fais pas que les chiottes, non. Ah, ouais. Ouais, on a fait quelques opérations. Bon, au début, il y en a pas beaucoup. Ce que je trouve fou, c'est de penser que tu fais des opérations qui, même si on n'a peut-être pas beaucoup, on n'empêche que tu en fais. Ouais. Et tu reviens et tu retrouves tu fais les chiottes. Mais si t'as un gosse, tu lui changes les couches et c'est la vie, ça. Ouais, mais tu vas promener ton chien, il chie par terre, tu ramasses. Que tu sois champion du monde ou pas. C'est peut-être le par hasard, mais en tous les cas, c'est peut-être aussi un moyen de garder un peu les pieds sur terre. Ouais, complètement. Mais c'est ce que racontaient les mecs quand on lit le bouquin sur l'opération de Ben Laden là. Ouais. Ce jour-là. Oui. Tu vois, le mec il dit à la fin, il raconte, bon les gars, bon enfin bref, donc les mecs ils font l'opération et quand ils reviennent, il y en a un qui dit putain, je suis rentré, ma femme a acheté le gamin dans les mains, il avait un nourrisson quoi. Il m'a acheté le gamin dans les mains en me disant putain ça fait plusieurs semaines que tu t'éclates avec tes potes, maintenant c'est mon tour. Bon, ça c'est la vraie vie, c'est pareil pour tout le monde. T'accompagnes ton gosse à l'école, tu lui changes les couches, tu fais les chiottes, bah oui c'est la vie. Et pendant ces 6 ans, est-ce que donc là tu continues à progresser finalement, parce que donc là t'as déjà t'es au 2e niveau quelque part des commandos, t'as commencé par le brevet élémentaire, tu as fait le brevet d'aptitude technique, t'as déjà 2 stages commando derrière toi, le cours nageur. Ouais. Pendant ces 6 ans, non interrompus, enfin ininterrompus d'affectation. Non, je fais 2 ans à Hubert, un peu plus de 2 ans, et après je vais au BS. Au brevet supérieur. Donc 2 ans pendant lesquels je suis opérateur CTM, donc contre-terrorisme en mer. C'est la sommaire depuis embarcation rapide. C'est les infiltrations subaquatiques pour reprendre un bateau. C'est alors avant de plonger, on est mis en œuvre par hélico, par avion, enfin voilà, shoot-ops, machin, tout, il y a tout à travailler, mais c'est du boulot d'opérateur. Faut maîtriser pas mal de compétences, mais c'est du boulot d'opérateur. Et après, pour passer, en fait, les binômes, les opérateurs sont des chefs d'équipe à Hubert, et les chefs de binôme, souvent, sont des BS, donc des chefs de groupe. Voilà. Et donc, je vais au cours au BS, qui est le chef de groupe,
Donc c'est 4 mois de fusilier marin, de BS fusilier marin, puisque l'aspect c'est fusilier marin. Et 1 mois et demi de stage commando derrière pour repasser BS. À chaque étage, il y a un stage commando. Une sorte de sanction en fait. Ouais, bah déjà le stage co, alors à l'époque, je sais plus comment. Alors maintenant on court un peu après les candidats, mais à l'époque on est 18 commandos OBS sur une trentaine, puisque il y en a d'autres qui ont perdu leur banane avant. Il y a des gens qui ont été commandos qui l'ont perdu au BAT, donc pour eux c'est fini. Et il y a des gens qui n'ont jamais été commandos qui arrivent au BS. Donc on est 18 commandos volontaires au début du BS. Il y a que 12 places. Voilà, donc il y en a 6 qui y vont pas. En général, ils abandonnent en cours de BS. Ils abandonnent leur volontariat commando en cours de BS. Et puis sinon, il y a une semaine de test. Donc là, c'est pas mal. Hein. La semaine de sélection BS, elle est pas mal. Vraiment, pourtant j'en ai fait 2 ou 3 des sélections, mais celle-là, en fait, on passe son temps à courir, quoi. Jour et nuit, on court. C'est des CO la nuit, on finit la nuit à 4h du mat, à 7h on part pour la 20-20. Ça c'est les trucs de l'aspect, ça 20-20 c'est 20 km 20 kg. Donc avec un chrono et tout. Vraiment elle est fatigante. On fait des parcours tous les jours, enfin bon bref. Et puis à l'issue, on va coller les pastilles et les 12 premiers ils vont stage co, quoi. Et les autres c'est fini pour définitivement, ils iront plus en commando. Voilà. Et sur les 12, il y en a un qui à la fin n'est pas badgé. Parce qu'il considère qu'il n'est pas apte à faire des fonctions de chef de groupe. Et du coup, le mec, on est 11 sur les rangs, lui, il dégage avant, et il sera plus jamais commandé. Et parenthèse sur cette personne-là, donc cette personne ne revient plus jamais en affectation commando. Alors, en affectation commando, oui. Après, je l'ai recroisé à l'état-major ou autre, mais en unité commando, non. Non. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne sait pas reprendre en fait quelqu'un peut-être dans un poste finalement inférieur. Il y a une évolution constante en fait à chaque fois avec un niveau d'exigence. Ouais. Et si la personne ne remplit pas, elle peut pas continuer à remplir ce pourquoi finalement elle avait le niveau visiblement jusque-là. Après moi j'étais pas en poste de décider s'il avait le niveau. Mais non parce qu'en fait c'est une époque qui est un peu riche en personnel. Donc on a un coup à jouer, on rate, on dégage parce que derrière ça continue de pousser. Et donc l'ambiance entre vous parce que vous connaissez tous plus ou moins quoi. Ah oui, mais vous êtes aussi en compétition. Non, moi je l'ai pas senti comme ça. Non, on n'est pas en compétition parce que une fois qu'on a passé de toute façon la semaine de sélection, il y a qu'à courir hein. Donc il y a pas de mauvaise ambiance. Ouais, c'est des chronos. Donc voilà, fin de la passe, le mec il veut pas se tirer dessus, il se tire pas dessus puis à la fin il fait pas un bon chrono et puis s'il veut dégager, il dégage. Et puis après personne ne pense qu'il y a des 12 qui se feront virer. Donc on est absolument pas en compétition, non, pas du tout. Mais c'est important quand même parce que là on arrive à un moment où moi je suis sorti en 97, donc j'ai 10 ans de service. J'ai une affectation à UBR, 2 en commando à Lorient, donc ça commence à chiffrer un peu, et on nous impose de se remettre en question. Et ça c'est important. Et je pense que quand on regarde le taux d'engagement des commandos, le ratio engagement-perte, je pense qu'il est bien inférieur aux commandos que dans d'autres unités du poste. Et je pense que c'est en partie lié à ce système qui fait qu'on vit pas 15 ans, 20 ans sur un stage. Il faut se remettre en question. Et le mec, il doit se remettre en question à l'étage auquel il prétend travailler. C'est-à-dire qu'une remise en question de quartier maître, c'est pas une remise en question de chef de groupe. Et je trouve que c'est bien. Oui, mais finalement, si je poursuis un petit peu ce que tu dis, c'est que finalement d'avoir ces remises en cause de carrière qui sont pas faciles, puisqu'effectivement derrière la sanction elle peut être très très forte, puisque quelqu'un ne peut ne plus revenir du tout en commando quoi. Mais ça participe aussi finalement au fait de pouvoir garder les gens quoi. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence qui permet aussi de fidéliser quelque part les commandos quoi, parce qu'ils vont vouloir rester aussi parce qu'ils ont réussi à chaque fois à évoluer. Alors parce qu'ils ont réussi, et 2 pourquoi est-ce qu'on l'effet de cette sélection, c'est qu'on a des gens, des chefs de groupe, enfin des chefs d'équipe, des chefs de groupe, des chefs de mission qui tiennent la route, qui savent préparer une mission, qui savent discuter avec un commandement. Et donc je pense qu'au quotidien, en commando, on met jamais un mec au garde à vous, ça n'existe pas ça. Mais au quotidien, les gens se sentent mieux parce qu'ils ont confiance dans leur chef. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'on met jamais personne au garde à vous? Le gars, il adhère ou il s'en va lui-même. Mais on fait pas faire. C'est pas la Légion. C'est pas la Légion. On va pas dire vous avez fait une connerie, tout le monde garde à vous, vous me déplacez le tas de cailloux, je vais voir du nord au sud dans 3 heures. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe absolument pas. On est
on est beaucoup plus dans c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le participatif au quotidien, et puis bon, alors après, quand on est sous le feu, on est sous le feu, quand on est en opération, on est en opération. Il y a un timing, il y a des fonctions à tenir, il y a des réactions à avoir. Mais il n'y a pas de mentalité d'adjudant de semaine, quoi, ça n'existe pas. Et si, tu évoquais un petit peu, tu faisais une petite comparaison avec peut-être ce qui se passe dans d'autres types de carrières qu'on retrouve dans des unités équivalentes de commando de l'armée de terre, par exemple. Attention, ça va déraper. Non. C'est le général McChrystal qui explique, alors que c'est un terrien, c'est quelqu'un qui vient des Rangers et qui a été dernier de promo à West Point, et pourtant qui a commandé toutes les opérations spéciales américaines en Irak. Ce gars explique pourquoi, selon lui, les SEALs étaient meilleurs pour faire le boulot qui était demandé, le boulot d'opération spéciale en Irak. Pourquoi, selon lui, ils étaient meilleurs que pas mal d'autres unités. Et selon lui, ça venait d'une culture qui existait dans la marine, ça venait aussi du type de sélection et de la formation qui était faite, où c'était très axé. À partir du moment où on avait sélectionné les gens à un certain niveau individuellement, c'était très axé sur l'équipe. Or, c'était ce qui était nécessaire en fait pour faire le travail sur place. Ouais, mais sûrement. Alors, moi je l'ai pas lu. J'ai bossé avec des SEALs, mais de loin, donc je sais pas quel est leur quotidien. En revanche, une fois, moi j'ai discuté avec un colonel, un ancien colonel de la Légion. Donc on est dans le civil, on n'a plus rien à gagner. Et lui me disait, en fait, il s'était reconverti dans la sécurité privée, donc il avait bossé avec des marins, avec des anciens commandos marins. Il me disait, en fait, c'est dans le civil que j'ai compris la différence entre un marin et un légionnaire, ce qu'il connaissait. Alors la Légion, attention, c'est particulier, c'est pas toute l'armée française, hein, c'est particulier. Il disait, en fait, vous dans la marine, vous faites en sorte que le gars soit le plus autonome possible, quel que soit son grade, quel que soit son niveau d'emploi. Et parce qu'en mer, on est tout seul. Donc on prend quelque chose qui est complètement inimaginable. Moi, quand j'ai fait mon affectation sur le bateau, les tireurs 12-7 dans la marine sur un bateau, c'est des cuisiniers. Alors, mais terre, un gars, il est cuisinier, il est pas tireur 12-7, il est pas combattant, il est cuisinier. Bah, sur un bateau, il y a un moment, on est obligé, parce que on n'a pas assez de place pour avoir un mec par poste. Donc les gars cumulent. Je sais plus c'est quelle spécialité, ils font brancardier sur un bateau. Donc ils ont des notions de secourisme, on les entraîne au secourisme, on les entraîne à brancarder des mecs dans des échappées, des centres cap ponts et tout, c'est dur, c'est physique, que ce soit des femmes ou des garçons, ils sont obligés de le faire. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et dans la marine, on est obligé d'être autonome. Donc ce colonel, il me disait, dans la marine, vous faites tout pour que le gars soit autonome le plus possible à son niveau d'emploi. Alors que nous, dans la Légion, on fait tout pour que le mec ne soit jamais autonome, qu'il lève toujours la main avant de faire quelque chose. Et il me disait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le civil. Puisque après, quand il s'est retrouvé à bosser avec différentes choses, il disait, oui, les marins, oui, on vous identifie facilement, parce qu'en fait, vous êtes tout le temps autonome. Vous êtes beaucoup plus autonome que les autres. C'était son avis. Donc ça rejoint un peu ce que disait mais c'est vrai que c'est l'aspect, je pense que c'est la culture marine. Plus que commando marine, c'est la culture marine, de rendre autonome les gens, parce qu'à bord d'un bateau, à un moment, quand on est tout seul au milieu de l'océan, il faut que les gens soient autonomes. Que le coup complet soit autonome. Et c'est ce que disait un petit peu d'ailleurs le général, donc pour poursuivre un petit peu, en fait, où il explique ça sur le côté culturel, avec ce que tu viens de dire il y a un instant, c'est-à-dire le fait que sur un bateau, il faut que tout le monde sache faire quand même plusieurs métiers. Ouais. Et puis il expliquait ça aussi sur une certaine forme d'autonomie, parce que ça remonte à l'époque où on envoyait des bateaux en mission. À l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de moyens de communication, et donc lorsqu'on donnait un ordre au commandant d'un bateau, au commandant d'un navire qui partait de l'autre côté de la planète, il fallait que ce soit un ordre qui soit finalement à la fois extrêmement précis et aussi qui permettait de prendre des initiatives. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc des aspects culturels qui expliquent peut-être des différences. Et selon toi, est-ce que tu as déjà vu des formations de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, et t'as pu comparer ou ta connaissance moi, la seule que j'ai suivie, c'est le cours chez TOPS, le shooter opérationnel. Bon, c'est un cours technique, quoi. Donc, en plus, sorti du cours nageur. Hein, donc, ouais, pour le shooter, c'était pas le cours de notre vie. Hein. Le cours de notre vie, on venait d'en sortir, donc c'était pas très traumatisant. Et sinon, j'ai pas suivi. Non, j'ai pas fait de stage à l'EAI ou d'autres. Pour pouvoir comparer. Donc là,
tu passes le brevet supérieur, donc avec encore cette remise en cause et c'est pas la dernière d'ailleurs. Ouais, c'est pas la dernière. Et à chaque fois avec un niveau de responsabilité qui est associé en fait qu'on te demande de pouvoir tenir, et donc il y a un véritable défi à chaque fois. Donc tu sors du BS, t'es destiné à revenir au commando Uber en fait à ce moment-là. Je reviens à Uber comme chef de binôme pendant 1 an, et après 1 an après le BS, je prends chef de groupe. Donc moi je suis au B, donc le B c'est une escouade, ce qu'on veut, une escouade c'est 2 groupes, 2 choix d'IVEC quoi. Et donc il y a un officier, un sous-off c'est Miscom, et 2 groupes avec chacun un chef de groupe à leur tête. C'est Miscom, c'est chef de mission commando, chef de mission c'est un peu le haut de la hiérarchie. On y reviendra. Et donc bah moi au bout d'1 an on me file un des 2 groupes. Donc je suis maître et je suis chef de groupe à Uber. Et là pareil le choix du chef de groupe. On nous a demandé, il y avait donc 2 chefs de groupe qui débarquaient. On nous a demandé qui dans les conditionnants voulait être chef de groupe. On nous a pris un par un. On a dit est-ce que t'es ok pour prendre chef de groupe? Donc certains ont dit oui, certains ont dit non. Et de ce qu'on m'a dit après, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Une fois que mon nom et celui de l'autre est sorti du chapeau, c'est Biscom et l'officier ont rassemblé le reste du groupe en leur disant on envisage que ce soit eux, est-ce que vous êtes d'accord? Donc on n'est pas du tout dans la désignation verticale traditionnelle. C'est pas écrit d'avance. Ouais. C'est pas écrit. Non, enfin c'est pas une question que c'est pas écrit, mais c'est que c'est vachement participatif. Non, mais parce qu'ils savent très bien que si on met un chef de groupe, les gens ont quand même un caractère assez fort, hein, et puis il y a le boulard, il y a tout ça qui va avec. Donc si on leur met un chef de groupe qu'ils aiment pas, ça risque de mal se passer à la fois pour le groupe, à la fois pour les individus et pour le chef de groupe. Donc c'est pas la peine de courir à l'échec comme ça. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui est écrit nulle part. Qui est écrit nulle part, mais qui est l'ADN de l'unité. Et en parlant de l'ADN donc du commando Uber, qu'est-ce que tu vois comme différence en dehors des missions, etc. Visiblement, il y a un taux d'encadrement qui est énorme. C'est le principal, quoi, parce que on est sergent ou non, mais ça c'est au minimum, quoi. Ce taux d'encadrement, il est imposé par la nature du travail des nageurs de combat. On parlait tout à l'heure les bateaux à l'époque qui n'avaient pas de radio, qui partaient longtemps, loin, et tout. Et effectivement, c'était le cas. Et si on remonte à la marine à voile, ils partaient pendant des années sans que personne n'ait de nouvelles. En tout cas, pendant que j'y étais, aujourd'hui ça a peut-être changé avec les technologies, ça fait quand même 10 ans que je suis parti. Pendant que j'y étais, les nageurs, ça reste les derniers combattants de l'armée française, qui, au moment où ils s'immergent pour faire une action subaquatique dans un pays souverain, sans que personne soit au courant, avec des forces plus ou moins amies dans le sport, ou sur cette berge, ce mec-là, quand il s'immerge, on n'a plus de contact liaison avec eux. On peut pas revenir en arrière. On peut plus revenir en arrière. Et ça peut durer. Ça peut durer plusieurs longues heures. Et on parlait de 3 heures tout à l'heure, on les dépasse largement dans certains cas. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, on envoie un pilote de chasse dans son avion. Le mec, il est officier, il est 4 gallons, il a été formé à tout ce qu'un officier peut être formé, il sait piloter son avion, c'est une bête il a une intelligence qui gère tout à la fois. Et puis, il a sa radio. Au dernier moment, il dit, hop, top, demi-tour. Tu largues pas. Le nageur, une fois qu'il est parti, il est parti. Il n'y a plus personne qui peut lui faire demi-tour. Et ce mec-là, c'est quoi? C'est un sous-off. C'est un sous-off. Et c'est les derniers combattants de ce type, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du short striking dans tous les sens, etc., etc. En tout cas, au moment où moi j'étais, c'est les derniers. Et sur certaines opérations, c'est les mecs se mettent à l'eau. Attendez, on appelle, et c'est accord du SEMA, le chef d'état-major des armées. Alors, c'est pas lui qui est au bout du fil. C'est mon général, on met à l'eau les mecs. Ouais, ok, allez-y. Et vous me prévenez quand ils rentrent. Et X heures plus tard, ok, c'est bon, on a récupéré les mecs. Entre-temps, ce qu'ils ont fait, et s'il y a un canon conforme ou machin et tout, alors on essaye de monter, bon, il y a des montages différents, mais en tout cas, c'est les derniers. Et c'est pour ça qu'il y a un taux d'encadrement énorme. Parce que le gars qui part dans ces conditions-là, qui est chef, c'est un adjudant, il a avec lui un sergent ou un sergent-chef, mais les mecs, ils sont tout seuls, quoi. Est-ce que cette spécificité, on revient un petit peu à la question que je te posais il y a quelques secondes, est-ce que cette spécificité d'Uber, ça rejaillit sur beaucoup d'autres choses finalement que fait Uber et qui participe à ce qu'il y ait une différence avec les autres commandos en fait qu'on trouve à l'Orient, les commandos entre guillemets classiques? Non, mais oui, ça rejaillit surtout sur le quotidien surtout. Parce que les gens sont hyper responsabilisés. Parce qu'ils savent que ils sont une opération de nageur de combat. Le nageur de combat, quand il fait partie
d'un détachement de force spéciale, il est au même titre que les autres. Le genre de combat qui est en Afghanistan, au Sahel ou machin, bon, après le chef il choisira plutôt telle ou telle unité pour faire tel ou tel travail. Mais tout le monde est ensemble. Mais quand on est dans le milieu aquatique, subaquatique, qu'on opère là-dedans, on sait qu'on est regardé. La décision, c'est pas le Pacha du Maire qui la prend. Ça peut dépasser largement le GECOS, ça peut être beaucoup bien au-dessus. Et du coup, ces opérations-là, quand les gars font le Ponant, le Carédas, le Ponant ou le Tanit, c'est Nicolas Sarkozy qu'ils ont au téléphone. Il y a un amiral qui est sur zone, il téléphone directement au président de la République. Donc ça fait président de la République, amiral, groupe d'opérateurs. Donc les mecs, forcément, on a envie de bien faire, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on sait qu'on est regardé, on sait qu'on porte l'image de l'unité, parce que c'est pareil, c'est difficile à porter, des fois. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant, avec les gens. On sait qu'on porte l'image de l'unité, et ça rejaillit au quotidien surtout. Il y a un besoin, une recherche d'excellence qu'on trouve pas ailleurs. Nous allons essayer maintenant de tirer quelques petits fils que Stéphane a laissés apparents pour essayer d'expliquer, de projeter, de prendre un petit peu de distance. Et un des sujets que je retiens en particulier, c'est cet intérêt de l'autonomie qu'on va développer au fur et à mesure de la carrière des personnels des armées et notamment des unités spéciales. Et cette autonomie, c'est le corollaire, et c'est même en fait à l'origine de cette capacité d'agilité qui est nécessaire. C'est-à-dire que cette agilité, c'est la capacité à prendre des décisions pour s'adapter à des situations en ayant parfaitement compris le contexte, en ayant compris ses marges de manœuvre, ce qu'on pouvait faire, étant donné les ordres qui avaient été donnés au départ. Et donc, c'est l'exemple que donne Stéphane lorsqu'il parle de ces binômes de nageurs de combat qui partent et une fois qu'ils sont immergés, ne peuvent plus être rappelés. La mission est partie et à ce moment-là, la décision leur appartient. À bientôt.